Un instant, un très bonjour à vous tous. C'est un plaisir, comme toujours, d'être avec vous et de partager un peu des connaissances que j'ai acquises au fil du temps. À cette occasion, je voudrais remercier le Dr Fernando Carrillo Villas-Nor, qui est un résident de 3e année et qui est membre de l'organisation Harvard Global Orthopédique. Je suis heureux que vous m'ayez invité et je serai ravi de participer avec vous pour apprendre quelque chose sur la décompression et la stabilisation postérieure de la myélopathie spondylotique cervicale. Quand allons-nous le faire? Je m'appelle Jesus Bernal Marquez, je suis chirurgien de la colonne vertébrale, actuellement membre du Collège de rhumatologie et d'orthopédie de l'État de Mexico. Mes deux hôpitaux d'origine, l'hôpital de traumatologie et d'orthopédie Loma Verde, où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, puis pendant une courte période, mais c'est là que j'ai pris ma retraite de l'Institut mexicain de sécurité sociale, et l'hôpital régional de Villacuapa, au sud de Mexico. Nous allons voir comment nous allons parvenir à une certitude diagnostique, quelle est l'histoire naturelle de cette maladie, quelle est l'étude clinique que nous devons réaliser sur tous les patients, l'étude paraclinique, par conséquent, quand nous allons opérer, sur quelle base nous allons prendre la décision d'opérer, quelques cas cliniques et les conclusions. Commençons par des définitions très simples. Qu'est-ce que la spondylose cervicale? Ce n'est rien d'autre que le processus dégénératif de la colonne cervicale. Il s'agit d'un processus chronique, graduel et évolutif qui nous amène à la possibilité d'avoir un canal lombaire étroit, comme nous l'observons ici, qui peut se situer dans la variante centrale ou au niveau des évidements latéraux, au niveau foraminal également. Le plus souvent, il s'agit d'une combinaison des deux, cavité centrale et latérale. Le plus grave, bien sûr, est celui qui est central, car il affecte directement la moelle épinière, tandis que celui qui se trouve au niveau foraminal affecte les racines. La diminution du canal rachidien s'explique par les modifications anatomopathologiques du processus dégénératif. Ostéophyte, épaississement du ligament vertébral commun antérieur, du ligament vertébral commun postérieur, manque de souplesse, diminution de la hauteur de l'espace intersomatique. Tout cela conduit à une compression du tissu nerveux. Qu'est-ce que la myélopathie spondylaire cervicale? La myélopathie est un processus pathologique de modification de la moelle épinière qui entraîne des changements neurologiques. L'un de ces changements neurologiques bien connus est le syndrome du motoneurone supérieur. Il faut le savoir, car le diagnostic de cette maladie est purement clinique dans 99% des cas. Purement clinique. Bien sûr, il doit être confirmé par des changements radiologiques, mais le diagnostic est clinique. L'histoire naturelle, remarquez qu'elle n'est pas récente, elle a été décrite en 1956 par Clark et Robinson, nous aurons les références ici si vous voulez les noter, où Clark et Robinson nous ont dit que 75% des patients ont une progression par étapes très lente, sur des décennies, même 2, 3 décennies chez les patients, et c'est une progression très lente. Les 20 autres % des patients ont une progression silencieuse, mais uniforme, parce que les 5 autres % qui manquent, et croyez-moi, ici je pense que nous n'avons pas été à la hauteur, selon Clark, dans les 56 il a dit que c'était 5%, mais plus souvent nous voyons ces patients venir aux urgences avec une perte neurologique, sensorimotrice, perte des sphincters, d'une manière qui a augmenté à au moins, je dirais 15. 20%. Ce n'est pas inhabituel. Ce qui est rare, c'est de l'identifier. Nous devons identifier ces patients, qui n'ont pas dû faire de chute, qui n'ont pas reçu de coups, qui n'ont pas été traumatisés, qui ont subi un processus dégénératif et qui, d'un jour à l'autre, commencent à avoir des problèmes avec une atteinte neurologique clinique.
Commençons par quelques éléments du diagnostic radiographique clinique. Dans le diagnostic radiographique clinique, il faut toujours procéder dans l'ordre suivant. Tout d'abord, le tableau clinique du patient. Le patient a une colonne vertébrale, du tissu nerveux, nous devons le vérifier, le toucher, connaître l'examen neurologique. Ensuite, nous allons réaliser des études radiographiques simples, tant en AP qu'en latéral et en dynamique, et dans un instant je vous montrerai l'oblique, puis nous irons jusqu'au bout, et toujours jusqu'au bout, jamais avant l'IRM, je dois insister sur ce point, parce qu'aujourd'hui il est très facile de ne même pas toucher le patient, de ne même pas envoyer de radiographie simple et d'aller directement à l'IRM, de voir l'IRM à partir de notre ordinateur et de faire le diagnostic en étant assis. Non, nous devons examiner nos patients, car j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une pathologie pour laquelle nous pouvons certainement poser un diagnostic clinique. Nous devons également vérifier si le patient souffre de troubles ou de maladies dégénératives chroniques, s'il y a une pathologie thyroïdienne, nous devons peser nos patients, l'obésité n'est pas de notre côté si nous envisageons déjà le domaine chirurgical et, surtout, quelque chose qui est très courant à notre époque, le tabagisme. Le tabagisme peut nuire à l'intégration de toute greffe osseuse que nous pourrions avoir. Passons à la clinique. Pour cela il faut savoir exactement ce qu'est le syndrome pyramidal. Pyramidal fait précisément référence à la voie pyramidale que nous voyons tous en médecine, qui commence dans le cortex cérébral, dans la zone motrice. Elle traverse de nombreuses structures cérébrales pour arriver et se localiser précisément dans la moelle épinière. Cette voie entraîne tous ces changements neurologiques que l'on appelle également le syndrome du motoneurone supérieur. Le motoneurone supérieur n'est rien d'autre que l'ensemble des neurones qui composent la voie pyramidale. Quels sont ces changements cliniques? Eh bien, cela peut commencer par une certaine faiblesse ou même une faiblesse musculaire modérée, une hyperréflexie. C'est quelque chose qu'il est très important d'explorer. Pour cela, nous avons déjà dû explorer les réflexes pendant de nombreuses années de notre vie pour savoir quel est le niveau le plus élevé, quel est le niveau le plus bas et quel est le moment où ils sont absents. Si nous donnons à un jeune patient de 15 à 20 ans une percussion pour identifier le réflexe rotulien, il sautera beaucoup et nous penserons qu'il est hyperréflexe. C'est pourquoi nous devons avoir l'expérience de l'exploration des réflexes afin de pouvoir identifier une véritable hyperréflexie lorsqu'un patient se présente. Le clonus est très fréquent chez ces patients, de même que la spasticité et toutes les données de Babinski et de ses sédatifs. Dans ce cas, le Babinski, avec celui que nous explorons et que nous savons explorer, est plus que suffisant. Parfois une légère, une petite atrophie musculaire s'ajoute ou pas. Il faut interroger le patient et l'explorer. Et pour cela, ces auteurs, et là c'est la référence dans l'European Spin, nous disent que les deux échelles d'évaluation qu'il ne faut jamais manquer d'appliquer sont le NURIC et l'échelle de l'association orthopédique japonaise, qui est ici. Ici, le NURIC est très simple, il s'agit du grade 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cela nous donne la possibilité de savoir si le résultat du traitement que nous donnons au patient, qu'il soit conservateur ou chirurgical, va dans la bonne direction. Si nous appliquons les deux, ce qui est également très utile pour l'association orthopédique japonaise, le résultat sera encore plus précis. Il est très fréquent que des patients viennent dans notre cabinet et disent non, je suis allé voir tel ou tel médecin, de telle ou telle spécialité, et il m'a dit que j'avais 3 hernies, 4 hernies, 2 hernies, ce qui n'existe pas. Cela n'existe pas dans la colonne cervicale. On en parlerait probablement dans la colonne lombaire, mais cela n'existe pas dans la colonne cervicale. Il s'agit d'un processus dégénératif et j'espère que le docteur Fernando Carrillo nous fera la faveur de nous réinviter. Nous parlerons de la maladie discale dégénérative, qui est très intéressante. Sachant comment nos disques dégénèrent, quel est le processus dégénératif du complexe ligamentaire, nous saurons qu'il est impossible, après 50 ans, d'avoir des hernies discales. Lorsqu'il y a un processus dégénératif, il s'agit d'une spondylose qui peut toucher un ou plusieurs niveaux. La spondylose,
Alors que les vraies hernies discales se rencontrent chez des patients jeunes, de moins de 50 ans, je dirais même de moins de 40 ans, provoquent généralement des douleurs cervicales, elle peut avoir des altérations neurologiques délicates ou graves, la radiculopathie est la plus fréquente, mais c'est toujours un seul niveau qui est touché. Il est donc très important d'établir la différence. J'insiste, il n'y a pas 2, 3, 4 hernies. Nous allons maintenant examiner les études radiographiques. Il s'agit d'un processus dégénératif appelé spondylose cervicale. Mais bien sûr, nous devons faire la différence avec d'autres maladies. L'une d'entre elles est la sclérose en plaques, croyez-moi, c'est la principale. Si nous avons des doutes quant à savoir s'il s'agit d'une myélopathie ou d'une sclérose, il est préférable de demander une interconsultation avec le neurologue clinique afin qu'il puisse nous dire si nous nous trompons, qu'il s'agit simplement d'une myélopathie et que c'est tout. Mais si on opère un patient avec une supposée myélopathie et que c'était une sclérose en plaques, croyez-moi, l'évolution ne va pas être satisfaisante. Ensuite, d'autres pathologies un peu plus claires pour établir le diagnostic différentiel sont Guillain-Barré, l'instabilité rhumatoïde cervicale et les tumeurs ont certaines différences les unes par rapport aux autres. Le protocole paraclinique, puisque nous avons déjà examiné le patient, nous allons maintenant l'étudier de manière très ciblée en fonction de notre examen neurologique. Nous allons demander un profil préopératoire complet, nous allons demander une évaluation cardiovasculaire, n'oublions pas qu'ils ont tous plus de 50 ans. Nous allons demander une évaluation des pathologies spécifiques, cardiaques, pneumologiques, neurologiques, rénales, qui sont de plus en plus fréquentes. Des radiographies toujours dans cet ordre simple, en AP, latérale, oblique, dynamique, suivies d'une tomographie et enfin d'une IRM. Si vous avez une très grande certitude diagnostique sur le plan clinique, demandez au patient toutes les études afin de ne pas le faire tourner en rond. Mais si vous ne savez toujours pas exactement où va l'examen neurologique, commencez par les bases, c'est-à-dire les radiographies simples. Voici nos radiographies simples, où l'on constate précisément une diminution de l'espace intersomatique, la formation d'ostéophytes à l'avant, l'arthrose des facettes à l'arrière, et même une correction de la lordose. Ici, c'est pratiquement l'érection, il n'y a pas d'espace du tout à 1, 2, 3, peut-être 4 niveaux et pratiquement 5, c'est-à-dire que toute la colonne cervicale présente un processus de spondylose d'après les radiographies simples. Les radiographies obliques nous aideront à voir les foramina. Ici, vous pouvez voir comment les foramina sont, bien, assez bien. Il s'agit d'une radiographie d'un jeune patient, celle-ci est peut-être déjà un peu diminuée, mais celle de l'autre côté est nettement plus diminuée. Les radiographies obliques nous fourniront donc toujours beaucoup de données intéressantes. L'IRM, depuis qu'elle a été inventée, depuis qu'elle est utilisée en médecine, croyez-moi, est le meilleur moyen de diagnostiquer la colonne vertébrale. Il n'y a pas d'autre moyen. Elle surpasse de loin toutes les autres études, y compris celles que je n'ai même pas mentionnées, à savoir l'électromyographie. L'étude électrique, personnellement je ne la demande plus, la clinique est beaucoup plus précise que l'exploration électrique avec l'électromyographie. Et si nous passons à la résonance magnétique nucléaire, nous pouvons voir ici la moelle épinière, comme elle s'adapte merveilleusement bien avec le temps au changement anatomique du canal rachidien, mais il arrive un moment où elle perd sa vascularisation et c'est ce qu'on appelle l'ischémie. N'oublions pas que le tissu neural est très sensible au changement d'oxygène, si l'oxygène diminue, nous aurons immédiatement des altérations dans le changement neural, dans le tissu neural. Par conséquent, le fait que l'oxygène diminue avec le temps nous donnera les changements cliniques chez le patient. Un résultat très important de l'IRM est la modification hyperintense de la séquence T de l'IRM, appelée myélomalacie. Il s'agit d'une modification assez fréquente, qui n'est pas due au liquide céphalorachidien, mais qui témoigne d'un processus ischémique de la moelle épinière. L'auteur ici présent, Bappa, d'origine indienne, parle précisément des schémas de compression cervicale dans le POC et il le rapporte de cette manière,
alors que le POC passe de 1 à 5, il voit comment les changements dégénératifs peuvent modifier le rachis cervical de nos patients. Évidemment, cela dépend du stade auquel se trouve le patient. Aujourd'hui, nous pouvons voir un patient avec un POC 4, mais demain nous pourrons voir un patient avec un POC 1. Chaque patient est différent sur l'IRM, qui est l'outil d'évaluation. Dans le cas d'un POC 1, par exemple, nous verrons une compression partielle ou totale, mais seulement à un niveau, alors que dans le cas d'un POC 2, nous verrons déjà une compression à 2 niveaux. Et pour comparer rapidement avec le POC 5, nous voyons déjà des changements à plusieurs niveaux, comme nous le voyons dans le POC 4, à 2 ou 3 niveaux. Mais la différence est qu'ici il y a déjà une correction de la lordose et qu'elle n'est pas seulement corrigée, elle est corrigée ici, elle est corrigée ici, elle est corrigée ici, elle est corrigée ici et elle est corrigée ici. Au POC 5, nous avons déjà une inversion de la lordose qui devient une syphose. Cela nous donnera également des paramètres pour savoir comment nous allons agir. Et précisément, ce même auteur indique qu'en fonction du PDC que nous trouvons dans les changements de l'IRM, nous pouvons décider. Il s'agit d'un guide, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de prescription, mais d'un guide radiologique clinique. Un POC 1 indiquerait que nous pouvons entreprendre une décompression par l'approche antérieure, alors que dans le POC 1 les choses changent, parce que le POC, ici nous allons prendre en compte un autre facteur. L'autre facteur s'appelle ASA, c'est l'évaluation préopératoire. C'est pourquoi il est si important, car plus le degré d'ASI du patient est élevé et plus le degré de POC est élevé, la décompression préférée sera toujours la voie d'abord postérieure. Une fois que nous avons identifié une myélopathie spondylotique cervicale, nous pouvons décider d'administrer un traitement conservateur si la progression est intermédiaire ou faible. Si le traitement conservateur échoue, on passe au traitement chirurgical. Si le traitement conservateur répond bien, nous pouvons le différer le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il échoue et qu'il devienne chirurgical. Les patients présentant une altération modérée, mais progressive, voire sévère ou aiguë, comme nous l'avons vu précédemment, peuvent être directement programmés pour une intervention chirurgicale de décompression. Cette décompression peut être antérieure et postérieure ou simplement postérieure. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de mettre des plaques, ce qui est toujours très courant dans le monde de l'orthopédie. Il s'agit d'une plaque, d'un clou, d'une vis. Il ne s'agit pas de poser des implants dans la colonne vertébrale, il ne s'agit pas de poser des implants, il s'agit de savoir pourquoi nous allons opérer le patient. L'une des principales caractéristiques est de réaliser une décompression neurochirurgicale, c'est-à-dire qu'en opérant, nous allons décompresser les éléments neuro, nous allons récupérer une lordose normale, nous allons réaliser une fusion, nous allons stabiliser ce segment de manière à ce que le patient puisse retrouver une mobilité précoce. Nous devons atteindre tous ces objectifs chez un patient, chez plusieurs patients, ou peut-être un ou deux objectifs chez un patient particulier. Chaque patient doit être évalué différemment. Ici, nous avons un patient qui avait un problème de myélopathie, il ne pouvait pas marcher seul, il devait travailler dur pour se tenir au déambulateur. Voici ses radiographies simples. Il a opté pour une chirurgie antérieure, en enlevant l'un des deux corps vertébraux, apparemment, avec un bon résultat d'imagerie clinique, car le patient allait très bien, mais c'est l'une des nombreuses alternatives lorsqu'il y a plus de 2 niveaux, comme nous venons de le dire, et qu'il y a un besoin de décompression. Je préfère, je suggère, et les auteurs suggèrent également, que l'approche postérieure est meilleure. Ici, nous regardons précisément une image, nous voyons le sac dural, parce que c'est le sac dural et sous le sac dural le liquide céphalorachidien et comment la moelle épinière est observée de manière translucide ici. L'approche postérieure consiste donc à retirer les lames d'un niveau, de 2 niveaux ou d'une hémilaminectomie à 2 niveaux ou jusqu'à 3 niveaux ou plus. Croyez-moi, il s'agit d'une procédure qui n'est ni simple ni complexe, mais qui est très délicate à mettre en œuvre. Cependant,
L'un des problèmes qui explique pourquoi elle n'a pas été réalisée auparavant pour tous les patients qui en avaient besoin à l'époque, c'est que nous ne disposions pas des implants postérieurs appropriés. Aujourd'hui, nous disposons de cet implant postérieur depuis au moins 2 décennies. Les vis peuvent être fixées à travers les facettes ou à travers les pédicules cervicaux et croyez-moi, c'est quelque chose qui a révolutionné le traitement de la colonne cervicale, parce que grâce à cela, nous évitons de laisser le patient instable avec notre décompression. En effet, la décompression laisse le patient instable, mais les implants nous aident à maintenir la stabilité en ajoutant une fusion. Nous voyons ici le résultat de 2 niveaux de décompression. Il s'agit des images transopératoires et des images à la fin de l'opération. Vis placées dans l'approche transfacette. Le cas clinique que nous voyons ici est celui d'un patient âgé de seulement 68 ans. Nous ne nous attendons pas à trouver cela chez des patients âgés de 78 ans, mais parfois chez des patients encore plus jeunes. Autre cas clinique, ici nous enlevons 1, 2 et une partie de la 3e lamelle. Une décompression très étendue, très adéquate, leurs implants placés de telle sorte qu'ils nous aident à maintenir la stabilité, mais n'oubliez pas que les implants ne maintiennent la stabilité que provisoirement pendant que le corps effectue sa fusion, que nous devons les aider, dans ce cas, nous devons aider le patient, nous devons aider le corps avec une protéine osseuse, dans ce cas, la matrice osseuse. Pourquoi ne pas recommander la méthode précédente? Lorsque nous avons plus de 2 niveaux, et c'est l'un des cas, même dans un seul niveau de décompression avec une plaque apparemment bien placée, nous pouvons présenter des instabilités des implants et donc le patient peut tomber en syphose. Nous pouvons augmenter notre niveau de décompression à 1, 2 ou 3 corps vertébraux. Cela génère des bras de levier très importants et très longs sur la plaque et le patient peut donc développer un processus d'instabilité des implants, et c'est exactement ce qui se produit. Même si nous avons une greffe de Bob, une greffe de crête iliaque, des boîtes ou même une greffe autologue, avec la plaque, les vis se cassent à cause des contraintes au niveau de l'implant, même les cages peuvent se désancrer lorsqu'elles sont à plus de 2 niveaux, ici c'était un corps, 2 corps vertébraux et c'est un désastre, parce que maintenant nous devons stabiliser ce patient par l'avant et il peut avoir besoin d'une décompression par l'arrière de toute façon. C'est exactement le message que je veux vous transmettre, nous ne pouvons pas aller à un congrès, nous ne pouvons pas regarder cette conférence et puis demain j'opérerai, non, tout prend un processus d'apprentissage et c'est ce à quoi nous ne devrions jamais arriver. Ils m'ont dit de mettre une plaque, j'ai mis une plaque demi-tube avec 2 petites vis et c'est encore plus désastreux dans l'exposition du patient au risque chirurgical que dans la radiographie, ce qui a déjà été dit. C'est le cliché précédent, c'est une très petite plaque, c'est une plaque de doigt et c'est ce que nous ne devons pas faire subir à nos patients. Nous devons toujours agir en connaissance de cause, en calculant les risques et les avantages afin de toujours offrir à nos patients le meilleur traitement. Les conclusions suivent toujours un protocole d'étude complet, ne demandent jamais une résonance magnétique nucléaire au début, mais toujours des radiographies simples, nous devons faire un diagnostic différentiel, un diagnostic complet, le bon patient est ce qui nous donne les meilleurs résultats. Si nous choisissons le bon patient, les résultats seront très bons, la bonne voie basée sur les études radiographiques et l'implant qui nous aidera toujours. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup au Dr Carillo.